À 8 mois de la prochaine élection présidentielle, la Côte d'Ivoire est-elle en train de retomber dans ses vieux démons? En tout cas, les jours qui viennent de se dérouler ont été riches en petites phrases assassines et le facteur déclencheur de cette montée de mercure, c'est une déclaration de Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Déclaration trop tardive, maladroite, en tout cas, dès qu'elle a été prononcée, les activistes proches du parti au pouvoir qui affirmait déjà que Tidjane Thiam était inéligible parce qu'il avait conservé sa nationalité française, l'ont accusé d'avoir trompé ses militants en laissant entendre qu'il n'avait pas ou plus de problème de double nationalité. Certains affirment que de toute façon, il demeure à leurs yeux inéligible et développent à cet effet plusieurs arguties juridiques. C'est dans ce contexte que Célestin Seredo, secrétaire d'État dans le gouvernement ivoirien et cadre du RHDP, parti au pouvoir, s'est lancé dans une diatribe de meeting aux accents xénophobes contre le président du PDCI. Il s'appelle Thiam. Or, quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. Lui, là, il ne peut pas mentir que lui et nous, on a même frontière. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par Oufé-Boigny, il a vécu chez nous. Donnez-moi de quelle région appartient le nom Thiam en Côte d'Ivoire ici. Thiam, là, ça vient d'où? Pour le moment, c'est un avant-goût, je vous donne. Quand les capables vont s'ouvrir, je vais vous parler. Nous, là, on est dans la vérité. Jusqu'où ira cette nouvelle bataille dont l'enjeu est l'éligibilité ou l'inéligibilité du président du principal parti d'opposition parlementaire, alors que l'ancien président Laurent Gbagbo est toujours rayé des listes électorales, ni éligible, ni électeur. La paix civile est-elle menacée? Et pourquoi cet éternel recommencement des thématiques identitaires dans le débat politique ivoirien? Pour répondre à ces questions, j'ai invité 3 panélistes: Salomé Maher-Snaem, secrétaire national du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo; Franck Totti, journaliste indépendant; et Alafé Ouakili, fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, qui est avec nous par le biais de la visioconférence. Bonjour Salomé, Franck, Alafé. Bonjour à tous. Bonjour Théophile, bonjour à tous les autres. Ma première question est: quel est le sens politique de toute cette tension volontairement générée? Le pouvoir Ouattara a-t-il vraiment l'intention d'exclure Tidjane Thiam, ou alors on a affaire à ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des incontrôlés? Je commence par la personne qui est sur le terrain. Alafé Ouakili, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, vous avez en intro demandé si c'est le retour des vieux démons. Mais est-ce que ces vieux démons nous ont vraiment quittés? Ces vieux démons ne nous ont jamais vraiment quittés. On y tourne depuis toujours et aujourd'hui, le président Thiam semble être lui seul la cible de ces vieux démons. Mais ces vieux démons nous hantent tous les jours avec le débat sur la liste électorale sur laquelle il y aurait 3 millions d'étrangers et de non-ivoiriens. Donc ça nous hante, cette question identitaire, avec des politiciens qui espèrent, qui ont l'impression que notre liste électorale est envahie d'étrangers ou de gens n'ayant pas le droit d'y figurer, qui choisiraient le président et les dirigeants des Ivoiriens en privilégiant certainement un groupe. Donc, ces vieux démons, cette question identitaire-là, elle est là tous les jours. Les uns la prennent lorsque ça les arrange et puis les autres la prennent lorsque ça les arrange. Et chacun tourne avec. Le président Thiam est aujourd'hui la cible certainement d'un groupe incontrôlé, comme peut-être les d'autres groupes incontrôlés ou contrôlés peuvent cibler des personnes. Maintenant, à la panoplie des annonces faites, moi je voudrais ajouter l'interpellation que le président, justement, Laurent Gbagbo a faite le week-end dernier, en pointant encore du doigt des gens qui ne seraient pas ivoiriens, qui sont sur la liste électorale,
en disant qu'il est allé, lorsqu'il était président, dans une ville où le sous-préfet lui a dit que c'est 10% de la population qui est ivoirienne et que les autres, là, le reste, là, ce n'est pas des Ivoiriens. Et puis il dit, bon, on est là, on laisse, ils sont sur la liste électorale. Et il a conclu en disant, il faut être Ivoirien ou pas, on ne peut pas être mi-Ivoirien, mi-Français. On va revenir sur ce sujet-là, mais j'aimerais vraiment qu'on évoque la Donc, question... je termine pour dire que ces vieux démons ne nous ont jamais quittés, ils nous hantent tous les jours, et le président Thiam en est certainement la cible, comme d'autres, à intermittence de part et d'autre, par des troubles, par des personnes incontrôlées ou même des opérations assumées par des acteurs et des groupes politiques. Et là, c'est une opération assumée par le pouvoir Ouattara de disqualifier Tidjane Thiam sur la question identitaire? Non, le RHDP, à ma connaissance, n'a pas émis de déclaration là-dessus. Vous avez dit des activistes, des gens sur des plateaux télé ou des consultants, des experts. Ou un secrétaire d'État. Et si vous avez remarqué, le président Thiam lui-même, il a abordé ces questions et des cadres du PDCI ont anticipé et parlé de ces questions de nationalité en disant qu'il n'est pas concerné. Ce qui signifie que, concernant le président Thiam, il y avait certainement des attentes, des inquiétudes au niveau du PDCI. Et donc, par anticipation, le porte-parole Bredoumi, l'avocat Blessi et d'autres cadres ont abordé la question en disant que le président Thiam n'est pas concerné jusqu'à ce que ces temps-ci, on ait l'impression qu'il y a eu un peu plus de tension sur la question. Mais en réalité, elle n'est pas inédite, elle n'est pas nouvelle, elle a souvent été abordée de façon apaisée, de façon indifférente, de façon sereine et non polémique par le PDCI lui-même et ses dirigeants. Donc, ce n'est pas, de mon point de vue, une stratégie d'un parti politique d'utiliser quelque chose contre le président Thiam. Franck Tocci. Écoutez, Alafé l'a dit, la question demeure sur l'échiquier politique depuis une trentaine d'années. Depuis le milieu des années 90, la question de la nationalité de certains leaders politiques fait débat. À l'issue de la crise post-électorale, enfin de la guerre de 2002, de la crise post-électorale, on avait objectivement pensé que cette question allait être réglée. On est surpris de savoir que les gens qui se sentaient et qui se disaient victimes hier d'un système au pouvoir sont ceux-là qui, justement, revêtent les habits d'identitaires. Et en fait, parce qu'il y avait déjà une première salve, on avait évoqué, il y avait un cadre du RHDP qui avait dit que c'est pas parce qu'il s'appelle Tidjane Thiam qu'il est du Nord, etc. Tout à fait, exactement. Et aujourd'hui, c'est un secrétaire d'État, membre du gouvernement, qui entonne la chansonnette sur l'identité du candidat du PDCI, enfin du président du PDCI. Mais je voudrais dire, au-delà même de l'homme politique, je voudrais dire que cette question-là, elle n'est pas qu'au niveau politique. Au lendemain de la prise du pouvoir de l'actuel chef de l'État, il y avait une purge au sein de l'armée de Côte d'Ivoire où des prétendus militaires ivoiriens avaient été extirpés des rangs de l'armée nationale parce qu'ils étaient d'origine burkinabé et malien entre 2012 et 2013. Au niveau de la fonction publique de Côte d'Ivoire, également, il y a eu, entre guillemets, ce nettoyage-là. Il y a eu même, enfin, sur nos universités, il y a eu des étudiants qui sont rentrés chez eux au Burkina parce qu'on estimait qu'ils étaient étrangers, donc il fallait payer un certain montant. Au-delà de 100 000... Soit Alassane Ouattara. Oui, soit Alassane Ouattara, je l'ai dit. Il fallait payer plus. Enfin, c'est vrai que les prix ont augmenté, mais à l'époque, les nationaux payaient l'inscription 6 500 francs, environ 10 euros, contre 150 euros, 100 000 francs CFA pour les étrangers. Et donc, il y a eu aussi une purge là au niveau de nos universités et de notre fonction publique. Donc, c'est un problème qui n'a jamais vraiment été réglé, qui n'a jamais véritablement été traité sur la table des politiques. Hier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, enfin,
il disait qu'il allait traiter cette question quand il viendrait au pouvoir, sauf qu'à la réalité, cette question n'a jamais été traitée. Et aujourd'hui, elle refait débat, elle refait surface, parce qu'aujourd'hui, le RHDP est dans le bon camp et au pouvoir, et donc ils sortent l'épée de Damoclès contre le président du PDCI. Peut-être avec un peu un petit sourire aux lèvres, puisque finalement, il retourne, entre guillemets, l'arme de l'ivoirité avec des guillemets, parce que ce mot est polémique, contre ceux qui l'ont fabriqué, c'est-à-dire le PDCI. Oui, et ça nous fait craindre réellement. Ce n'est pas qu'un débat, parce que vous savez que quand les élections arrivent ici, au niveau du Conseil constitutionnel, il y a énormément de débats et surtout d'interprétations. Et donc, le fait que ce sujet-là refasse surface à 8 mois de l'élection présidentielle, ça veut dire que c'est un problème sérieux qu'il faut traiter dès maintenant pour éviter de retomber dans ce qu'on a vécu il y a quelques années en arrière. Peut-être que politiquement, il faut assumer le fait que, comme en 2010, une décision politique rende éligibles les candidats des principaux partis politiques pour que par la suite, on regarde les constitutionnalistes, les juristes et les politiques mettre en place un système qui fera qu'on n'instrumentalisera plus ces questions-là. Oui, je suis d'avis avec vous. Si en 2010, on a pu, par l'ex-article 48 de la défunte Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire, faire de l'actuel chef de l'État un candidat exceptionnel, ça veut dire que cet article-là lui donnait l'autorisation et le droit de candidater que pour l'élection de 2000. Voilà, si on a pu le faire hier, pour 2010, pardon, si on a pu le faire hier, il faut trouver des artifices juridiques, surtout qu'il en existe dans notre constitution actuelle, pour pouvoir régler cette question-là une bonne fois pour toutes. Et lever les intrigues qui vont continuer à se développer si on ne les arrête pas. Salomé Meher-Snaem, j'aimerais avoir... comment on interprète ça du flanc gauche de l'échiquier politique ivoirien, cette guéguerre qui a commencé entre le PDCI et le RHDP autour de la question inflammable de la nationalité, de l'éligibilité? Est-ce que ce sont des incontrôlés ou c'est le président Ouattara qui, après avoir rendu inéligible le président Gbagbo, veut le faire avec le président Thiam? Ce qu'on peut observer à un peu moins de 9 mois maintenant de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est qu'en effet, le climat n'est pas bon. L'ambiance se dégrade, et l'ambiance se dégrade du fait des actes, des actions, des décisions posées par l'actuel gouvernement, donc le pouvoir en place. C'est un fait. Il y a ce problème effectivement des polémiques autour de la nationalité des uns et des autres. Il y a les condamnations judiciaires très lourdes contre des membres du PPACI. On pense à Akwa Justin et à Damana Picasse. Donc c'est en début d'année électorale, c'est évidemment des procédures quand même bâillons qui ont pour objectif premier d'empêcher les gens de s'exprimer et de participer au débat politique. Donc ça, c'est le climat de ce début d'année 2025 est déjà étouffant, est déjà très mauvais. Il n'est pas trop tard. Tant que nous ne sommes pas à la veille de l'élection, j'ai envie de dire, il n'est pas encore minuit, il n'est pas encore le mois d'octobre, donc il n'est pas trop tard. Mais sur les nationales, enfin c'est quand même, il faut dire que les choses sont assez ubuesques. Il y a une loi fondamentale en Côte d'Ivoire, il y a une constitution. Donc pour les conditions d'éligibilité, quand on parle du président de la République, il faut aller regarder ce qui est écrit à l'article 55 nouveau. C'est quand même assez clair. Donc c'est pas des débats ni sur les plateaux télé, ni dans les émissions, ni les petites phrases aux tribunes de meeting. Voilà, les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle sont inscrites dans la Constitution. Lorsque un candidat, effectivement, qui a passé sa carrière à l'extérieur du pays, prend la tête d'un parti et propose
à son propre parti d'être le candidat à l'élection, là je parle du PDCI, il faut qu'il se mette en conformité avec l'article 55 de la Constitution. S'il a, et effectivement son CV le démontre, c'est un ancien élève de Polytechnique, il a fait une partie de sa carrière en Europe, c'est de notoriété publique qu'il a la nationalité française. En effet, ça me semble assez obligatoire, donc c'est pas un débat, qu'il abandonne cette nationalité pour n'en avoir qu'une seule. Mais non, ce n'est plus ça le débat. Le débat, c'est même s'il a abandonné la nationalité française, parce qu'il l'a fait, il a engagé la procédure, et vu ses amitiés à Paris, à mon avis, on va retrouver ça assez vite dans le journal officiel français, même si il a abandonné sa nationalité française, peut-être qu'aujourd'hui, il est apatride, les conditions de réacquisition la nationalité ivoirienne ne sont pas très claires, d'autant plus que finalement la question même de la double nationalité se repose. Est-ce qu'un Ivoirien peut avoir une double nationalité? C'est toutes ces questions. Non, alors là où je suis pas, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Les conditions pour être candidat à la présidentielle sont spécifiques. Donc il ne s'agit pas de l'électeur lambda ou de monsieur tout le monde. Briguer la présidence d'un pays n'est pas le CV contre le job quelconque. Donc il y a des conditions particulières. Et dans ces conditions particulières, elles sont claires, elles sont inscrites, il faut être exclusivement ivoirien. Bon, alors ça plaît pas, c'est pas, moi je suis pas législateur en Côte d'Ivoire, donc il n'est pas cette loi, elle s'impose à tous. Il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne. Entre autres, il y a d'autres critères, mais celui-là est un critère clairement établi. Donc, et là, c'est aux candidats eux-mêmes de rapporter la preuve ou de rentrer dans ces conditions. Donc, pour moi, ça doit pas faire l'objet d'un débat. C'est de la polémique inutile, parce que ça, c'est vraiment. Mais derrière cette polémique inutile, il y a quoi ? Par contre, là où c'est très différent, il faut distinguer les électeurs sur la liste électorale. Et effectivement, on parle de 3 millions voire 4 millions de faux électeurs, avec des faits avérés, puisque les incongruités ont quand même été relevées par... En interne du PPACI, on a créé une commission qui s'appelle CEF, qui est allée récolter et rechercher les faits, donc avec des mères qui ont, des enfants qui sont tous 500 qui sont rattachés à la même mère, avec un certain nombre de vrais sujets qui ont mis en évidence qu'il y avait de faux électeurs sur la liste électorale. Faux au sens qui ne remplissent pas les conditions d'état civil pour être sur la liste électorale nationale. Ça, c'est un vrai sujet. Mais il est distinct, il y a deux choses différentes. Il y a les potentiels candidats, qui doivent se conformer à un certain nombre de critères et les remplir. Et il y a la liste électorale en tant que telle, c'est-à-dire les électeurs. Et en effet, c'est pas le retour des vieux démons que de parler de la liste électorale et des fautes sur la nationalité qui l'entoureraient. Ça a été dit. Je pense que tout le monde est d'accord. Le constat, je pense que il est partagé. En tous les cas, largement parmi tous les partis d'opposition. Oui, il y a un vrai problème avec les élections en Côte d'Ivoire. Enfin, ça, je crois que c'est un... Et donc, les élections, ça commence par quoi? C'est l'ensemble du cadre. C'est le cadre, c'est-à-dire qui organise les élections et surveille l'ensemble du processus. Ça, c'est la CUI, la Commission électorale indépendante, qui n'est ni indépendante ni correctement organisée aujourd'hui. Et ça, c'est partagé par l'ensemble des partis d'opposition. Donc c'est un premier problème pour organiser des élections, quand l'arbitre ou celui qui est en charge de cette organisation ne fait pas consensus, d'une part. Et d'autre part, quand même, le biais, il y a des candidats, mais en face, il faut des électeurs. Et donc, si vous n'avez pas une liste électorale à jour, qui fasse consensus, dans lequel tous les citoyens se reconnaissent et ont confiance, vous n'avez pas d'élection. C'est un vrai sujet. Et donc, pour notre part, il est clair que le constat est que de polluer l'ambiance
en ce début d'année 2025, c'est précisément, ça a été dit, parce qu'aucun des problèmes de fond n'ont été réglés. Donc tout ça, l'affaire Thiam, l'affaire Damana Picasse, l'affaire Coadjustin, pour vous, c'est des écrans de fumée pour éviter de parler de vrais problèmes. Voilà, c'est de la diversion qui a en tout cas, ça marche. Ah bah ça marche parce que ça va effectivement alimenter des tensions, mais les tensions, il faut qu'elles se portent sur les vrais sujets. Et donc les tensions, il faut qu'elles se portent sur oui ou non, est-ce qu'on arrive à reprendre la main sur l'état civil? Oui ou non, est-ce qu'on arrive à faire l'audit de cette liste électorale? C'est ça le sujet. Et ça, c'est du ressort de l'État. Alors, à la fin, est-ce que cette affaire Tidjane Thiam est susceptible de créer ou d'exacerber les tensions au PDCI et de renforcer l'affront de Jean-Louis Billon? Bon, ce qui est sûr ces jours-ci, là, on a vu Jean-Louis Billon se repositionner dans la bataille pour la convention, pour laquelle il pose des conditions. On pensait que c'était terminé. Mais il reste encore peut-être 45 jours environ pour arriver à la convention. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais apparemment, non, plutôt au bureau politique le 5 avril, apparemment, il se prépare et on voit que de plus en plus de gens sortent pour le soutenir ouvertement alors qu'il était perçu comme étant solitaire et seul dans le parti. Donc ça peut le repositionner, d'autant plus que Billon, avec ses mots à lui, sans que ce soit les mots de Seredo, Billon a tenu les mêmes discours que les autres. Mais Billon est peut-être aussi, lui, un binational franco-ivoirien. Avec un peu plus de courtoisie, quand il dit que Thiam est un candidat hors sol, quand il dit que Thiam n'a pas une connaissance du pays, il a fait 23 ans à l'extérieur. Quand il fait des allusions, il est peut-être plus courtois, plus poli par rapport à Seredo. Et lui aussi, qui est binational, confie en privé où ses partisans disent qu'il a renoncé à la nationalité française ou à d'autres nationalités non ivoiriennes et qu'il est exclusivement ivoirien en prévision à sa candidature qui était annoncée pour 2020. Que lui, il a fait les diligences depuis longtemps, il s'est préparé, il s'est apprêté, et il n'avait pas l'impression que M. Thiam était prêt, s'était aussi préparé. Ben justement, voilà. Est-ce que toute cette polémique montée quand même par les activistes proches du RHDP n'a pas pour but ou pour effet d'appuyer un peu Jean-Louis Billon? Est-ce que ça ne va pas, une fois de plus, alimenter la thèse selon laquelle il est le poisson pilote du RHDP au PDCI? Bon, vous voyez, peut-être... qu'on peut avoir cette impression, mais quand on connaît l'ambition de Jean-Luc Billon, quel intérêt le RHDP a à le soutenir? Parce que si Jean-Luc Billon devient le président, le candidat du RHDP, non, plutôt du PDCI, si Jean-Luc Billon devient le candidat du PDCI, ce n'est pas pour être le vassal du RHDP, à la limite. En tout cas, il était ministre d'Alassane Ouattara, il a toujours été assez RDR compatible à l'époque, il avait même été élu... On ne prend pas un parti comme le PDCI pour devenir le vassal du RHDP. On ne prend pas l'engagement qu'il a, parce que lui, dans tous les cas, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, il dit qu'il va être candidat. Il a une vision, il a une ambition pour la Côte d'Ivoire, pas pour servir le RHDP ou Ouattara. Maintenant, il y a une bataille interne. Tout comme, ne l'oublions pas, que le RHDP a été un soutien, un allié indirect pour Thiam, en laissant Guikawe dans les mains de la justice et en donnant un argument au PDCI pour emmerder Guikawe jusqu'à ce qu'il se retire, maintenant les contrôles judiciaires pour Benjo, qui n'a pas pu être candidat, qui s'est rallié, le RHDP, le même, qui serait en train de soutenir Billon, a créé les conditions pour faciliter la victoire de Thiam. Parce qu'il fallait plutôt lever le contrôle judiciaire de Guikawe depuis longtemps. Et pendant qu'on racontait qu'il était le candidat du RHDP, il se trouve que c'est ce même RHDP, ce régime, qui n'a pas créé les bonnes conditions pour que Guikawe soit candidat. Donc il faut faire attention aux soupçons, au procès d'intention. Parce que si le RHDP, à l'époque, qu'on disait soutenir Guikawe, avait voulu empêcher M. Thiam d'être président, je pense que
dès que les soupçons de contrôle judiciaire ont commencé, ça aurait été levé très tôt. Et au moment où le comité des candidatures recevait M. Kikawe, la question ne lui aurait pas été posée, de la même manière que la question de la rénonciation de la nationalité française a été posée au président. Thiam lui-même, il a dit, et ils ont laissé passer, mais ils ont émis des réserves concernant la candidature de M. Kikawe sur le contrôle judiciaire. En ce moment-là, sachant que ça pourrait lui créer problème, M. Kikawe avait déjà écrit à la justice et la justice n'a pas répondu. Donc, en accusant, il faut faire attention et se demander si aussi, depuis longtemps, le même RHDP qui est soupçonné de soutenir Billon n'a pas été un allié objectif et un soutien de M. Thiam en empêchant M. Kikawe d'avoir les meilleures conditions pour être candidat face à lui. De sorte que donc c'est la justice, c'est l'institution judiciaire. Donc ce qu'on comprend parfaitement, et là je pense qu'on partage peut-être le constat, c'est que c'est l'institution judiciaire ivoirienne qui arbitre les élégances politiques dans ce pays. Et souvent ça peut profiter. D'accord, d'accord. Voilà. Donc c'est quand même le problème de fond. C'est un constat qui est fait et ceux qui pourraient dénoncer cette institution, demain si ça ne leur profite pas, ils n'ont jamais dénoncé ce qui a été fait à M. Kikawe et ce dont il a été victime de la part de cette institution judiciaire dont l'agenda et le tempo n'ont pas permis que la candidature de M. Kikawe soit normalement accueillie et validée par le PDCI. Donc ceux qui veulent parler de l'institution judiciaire doivent savoir qu'il y a le bon et le moins bon dedans. Il y a péril. Ce qu'on retient, c'est que Alafé et Salomé sont d'accord sur le fait que l'institution judiciaire est instrumentalisée par les politiques en Côte d'Ivoire. Oui, instrumentalisée de part et d'autre selon les régimes. Et il faut peut-être que ça change. Et de toutes les façons, quand on voit ce que M. Trump est en train de faire aux États-Unis, on ne peut pas trop se plaindre de ce que si l'Amérique de Trump devient l'exemple démocratique, on n'est pas sorti des ronds. Même en France. Mais donnons la parole à Franck Totti. Il n'y a pas de meilleur exemple, même en France. Oui, mais il y a des pays d'Europe du Nord, il y a des pays vraiment démocratiques. Ce n'est pas l'Amérique de Trump, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique. S'il est possible que ce modèle de démocratie, que c'est l'Amérique, soit à la merci des méthodes Trump, interrogeons-nous si ce qu'il est possible dans un pays avec des institutions. On va donner la parole à Franck. Il ne s'agit pas de M. Trump, il s'agit de la grande Amérique. Il s'agit du modèle démocratique américain qui vacille et qui est vacille partout. Les 2/3 des décrets pris par Trump ont été invalidés par des cours locales. Donc, Franck, est-ce que finalement, ce n'est pas une passe faite à Jean-Louis Billon à laquelle on assiste? Écoutez, ce qui se passe en ce moment autour du président du PDCI remet en selle Jean-Louis Billon qui était sur le point d'abandonner sa candidature à la candidature pour à la convention du PDCI. Aujourd'hui, beaucoup de personnes au sein du PDCI commencent à s'interroger. Mais au-delà du fait qu'on puisse instrumentaliser la situation de Thiam, il faut se poser de réelles questions. Le président Thiam, en prétendant à prendre la tête du PDCI, donc éventuel candidat du PDCI, est-ce qu'il s'était suffisamment préparé juridiquement face à ces questions de fond qui n'empêchent, même si elles sont instrumentalisées par le parti au pouvoir, mais demeurent des questions réelles. Il était évident qu'elles seraient instrumentalisées. Oui, il demeure des questions réelles. Et aujourd'hui, à l'intérieur du PDCI, on commence à se poser des questions sur la possibilité d'avoir un second couteau au PDCI, un plan B, notamment la personne de Billon, qui était c'est un plan Diomaye, ça veut dire que ce serait... qui était quasiment dans la même situation que un proche de Thiam, parce qu'en fait, on parle de Billon, mais Thiam peut aussi avoir son propre plan B dans la logique de Diomaye, Moïse, Sonko. Non, mais pour moi, il n'y a pas péril en la demeure au PDCI. Si le PDCI choisit son président, Thiam sera candidat du PDCI.
Alors, jusqu'ici, parmi les ténors de l'opposition, seul Laurent Gbagbo avait des problèmes officiels d'éligibilité. Il ne doit pas être mécontent, au fond, d'avoir désormais un camarade d'infortune. Lors d'un meeting récent, il a en tout cas soufflé le chaud et le froid, racontant qu'il avait refusé, lors de son exil, la nationalité française, qu'il aurait pu obtenir eu égard au statut d'ancien combattant de son père. Il a dit ceci. Propos visant Tidjane Thiam ou pas. En tout cas, il a également dit ceci. Alors, il ne faut pas courir vers des solutions de facilité. Je cours, je prends la nationalité d'un tel pays parce que je peux, et puis bon, je dis non. Mais on ne peut pas jouer à plusieurs chaises et être un peu français, un peu ivoirien, un peu danois, un peu finlandais. Non. Aujourd'hui, les micmacs qui se font en haut lieu, c'est bon, il faut faire en sorte que celui-ci ne soit pas éligible, donc ne soit pas candidat. Il faut faire en sorte que celui-là ne soit pas candidat. Il faut en faire que ce troisième aussi ne soit pas candidat. Mais pourquoi vous vous fatiguez à faire des combines? Propos en soutien à lui-même et à Tidjane Thiam aussi. C'est le mystère et je pose la question à Salomé. La question importante, c'est est-ce que face au péril, l'opposition saura s'unir? Parce que on a l'impression que autant Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo avaient des bons rapports quand il était président de la République, Tidjane Thiam a même été proche de la fondation Jean Jaurès et du PS il y a longtemps, avant le coup d'État de 2000. Avant le coup d'État de 2000, en tout cas l'aile droite du PS, qui est peut-être macroniste aujourd'hui. Et en tout cas, il y avait des bons rapports. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Mais est-ce que justement, finalement, les deux ayant le même type de problème, est-ce que ça ne va pas renforcer l'union de l'opposition ? Oui, alors là, on met le doigt sur effectivement l'enjeu. Si on revient au sujet, l'opposition globale a intérêt à être unie sur les sujets de fond que la société ivoirienne rencontre pour l'organisation de ces élections. Donc on revient toujours au même sujet, c'est qu'en effet, et le PDCI et le PPACI et tous les autres partis d'opposition, donc ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, ont intérêt, le FPI également, le MGC. Le MGC, si vous pouvez prononcer cet acronyme. Le MGC, aucun souci, ont intérêt à ce que, dès lors qu'un parti politique en Côte d'Ivoire prétend présenter un candidat à l'élection présidentielle, tous ces partis d'opposition ont intérêt à ce que l'élection présidentielle ne soit pas une farce. Mais le FPI et le MGC n'ont pas le problème d'éligibilité, contrairement au PPACI et au PDCI. Oui, mais et pour cause, alors là, on va peut-être rentrer dans des choses plus... C'est qu'aujourd'hui, ils ne font pas preuve d'une audience suffisamment forte de nature à... Ils peuvent être aidés pour réunir les parrainages, ils peuvent être soutenus. Oui, parce qu'ils ont des... Tout à fait. La parole est à Salomé. Tout à fait, mais aujourd'hui, les grands partis d'opposition de nature à fédérer autour d'eux et à rassembler une large majorité d'électeurs, c'est effectivement le PPACI pour la gauche. Je pense que c'est incontestable. Sur l'audience des électeurs, ne serait-ce que le groupe parlementaire, etc. Enfin bon, il y a des faits manifestes, mais l'ensemble du cadre électoral intéresse aussi, c'est le sujet qu'on vient d'aborder. Est-ce que le PPACI est prêt à soutenir Tidjane Thiam face à ces intrigues qui visent à l'empêcher d'être candidat ?
sachant qu'effectivement, il a renoncé à sa nationalité française aujourd'hui. L'aider de quelle façon? Est-ce que vous êtes prêt à porter sa parole? Est-ce qu'il faut qu'il soit candidat? Est-ce que vous pouvez soutenir, comme vous soutenez le fait que... Mais nous, on soutient pas forcément une personne, on soutient des principes. On combat pour des principes. Donc oui, on a intérêt à ce que chaque candidat, s'il est en position de le faire, puisse l'être. C'est ça qu'on défend. En fait, vous défendez la loi, mais c'est la même loi qui vous exclut Laurent Gbagbo. Non. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut peut-être défendre le principe? On défend les principes, on défend la loi. Sinon, on ne sait plus de quoi on parle. C'est pas un tel par rapport à tel autre qui nous plairait ou qui nous plairait pas. Sinon, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est que nous défendons le fait qu'il y ait de véritables élections enfin dans ce pays. Donc avec un cadre connu de tous, clair et net, et qui ne soit pas faussé, avec des électeurs qui ne soient pas de faux électeurs, avec des personnalités politiques qui soient éligibles en conformité avec les textes et non pas rendus inéligibles par des faits arbitraires. Et donc on revient sur l'inéligibilité de Laurent Gbagbo, puisqu'évidemment c'est le combat. C'est une décision parfaitement arbitraire. Donc là, c'est pas le fait qu'on soit... Est-ce que vous faites preuve de juridisme avec le PDCI? Lui aussi peut faire preuve de juridisme avec vous en disant que de toute façon, au fond, c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera. Non, là, c'est pas du juridisme, le fait d'être ou pas de nationalité. Non, là, c'est la loi constitutionnelle ivoirienne s'impose à tous. Donc il faut rentrer dans ce cadre. Sauf qu'elle est interprétable. À l'article 55 nouveau, je ne vois pas en quoi on peut interpréter le fait qu'il faille être de nationalité ivoirienne exclusivement. Là, on peut se dire que le fait que vous ayez eu une autre nationalité vous a fait perdre votre nationalité, donc il faut une procédure de réintégration, etc., etc. Enfin, on peut se lancer dans des arguties, d'autant plus que dans les faits, la loi n'est jamais respectée. Des milliers d'Ivoiriens ont la double nationalité, c'est connu de tous. Mais des milliers d'Ivoiriens ne sont pas candidats à la présidentielle. Je veux dire, je parle pas de la candidature, je parle de la reconnaissance même de la nationalité. On peut toujours jouer avec ça. C'est pour ça qu'on attend peut-être de vous une parole plus claire que ce que j'entends là. Ah ben non, la parole est très claire. C'est que le principe pour un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est qu'il soit exclusivement de nationalité ivoirienne. Donc là, ça s'impose à tous. Le fait qu'il soit sur la liste électorale, ça veut dire qu'il est ivoirien. Et il a maintenant renoncé à sa nationalité française. Donc il n'y a pas de problème. Donc vous considérerez que c'est un problème s'il est exclu des élections? Bien sûr. Comme on va considérer que tout candidat, dès lors qu'il remplit les conditions pour l'être, soit empêché de façon arbitraire, bien sûr qu'on contestera. Est-ce que vous pensez au PPACI que le PDCI est à vos côtés dans la bataille pour l'éligibilité de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'au PPACI, on considère que le PDCI est sincèrement aux côtés du PPACI pour la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et son éligibilité? Pour ma part, pour être sincère, j'attends encore des paroles fortes, effectivement plus claires pour s'émouvoir de cette situation faite à Laurent Gbagbo. Effectivement, il serait bienvenu que les candidats en lice, et notamment Tidjam Thiam, puissent se prononcer. Mais je ne vais pas faire de procès d'intention. Pour l'instant, voilà, il brille plutôt pour comment on va dire, pour une discrétion appuyée sur ce sujet. Et on aimerait effectivement qu'il sorte un peu plus du bois. Mais ça, c'est à lui de décider de comment il s'inscrit dans ce combat pour un cadre électoral légitime et apaisé pour tous. Franck, l'opposition ivoirienne d'aujourd'hui n'a pas l'air aussi unie que le PDCI et le RDR de l'époque du RHDP première formule, parce que quand on entend Salomé, il y a manifestement des frustrations de ne pas être assez soutenu, et aujourd'hui le PDCI pourrait dire la même chose du PPACI quand on entend aussi Salomé. Bon, écoutez, déjà, pour réagir sur les propos du président du PPACI, c'était des propos inopportuns parce que dans la mesure où il parlait
de la liste électorale, de ceux qui devaient figurer sur la liste électorale. Et son exemple pris rappelait à plus d'un qu'il apostrophait le président du PDCI, mais je crois que fondamentalement, il parlait de ceux qui devaient être présents sur la liste électorale. Sauf que, dans ce cas, et tu l'as si bien rappelé, on a beaucoup d'Ivoiriens qui sont binationaux, notamment des soutiens du PPACI ici en France qui sont binationaux, mais qui votent en Côte d'Ivoire. Donc, quand le président du PPACI dit qu'on ne peut pas être ivoirien ou danois ou français, mais à la réalité, il indexe une partie de son électorat, notamment ceux qui sont dans la diaspora, qui sont pour la plupart ceux qui étaient à La Haye, binationaux, ceux qui battaient le pavé à La Haye. De deux choses. Depuis l'arrivée de Thiam, en fait, les liens se sont distendus entre le PPACI et le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI fait, je ne vais pas dire cavalier seul, parce que le PDCI a autour de lui plusieurs partis politiques, notamment le MGC, le COGEP, le parti de Daniel Boni-Clervy. Le MGC de Simone Gbagbo, ce qui n'arrangerait pas peut-être forcément. Voilà, donc je crois qu'au sein de l'opposition aujourd'hui, il y a deux branches. Il y a la branche conduite par le PPACI, qui aujourd'hui n'a pas de wagon arrimé à lui. Voilà. En même temps, Laurent Gbagbo a dit qu'il n'était pas là pour voilà, et de l'autre, on a le PDCI avec plusieurs partis autour. Mais ce que je voudrais fondamentalement dire aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens, enfin l'opposition, arrête de rêver. Alassane Ouattara, s'il est candidat, ne pourra pas organiser une élection. Et je ne veux pas dire gagner, il ne va pas organiser une élection et prétendre aller à un second tour. Parce que vous voyez bien que tout est mis en jeu pour conserver le pouvoir. Quand on a 3 millions d'électeurs, dont une bonne partie est fictive sur la liste électorale, quand on a des doublons sur la liste électorale, des cas qui sont dénoncés depuis plusieurs années et que rien ne change, nous sommes à 8 mois des élections, quand une partie de l'opposition le dit clairement que le président actuel, Alassane Ouattara, ne peut plus être candidat, et que pour le RHDP et pour Alassane Ouattara lui-même, il peut être candidat, il se prépare à ça. Honnêtement, si l'opposition ne joue pas franc jeu à l'intérieur, en son sein, en parlant d'une même voix et en faisant une seule et unique coalition pour aller, et qu'on veut aller en rang dispersé, espérant un second tour, mais ils auront tiré une balle. Donc, à ton avis, le premier tour, il fait un candidat unique de l'opposition? Dans le premier tour, face à Alassane Ouattara, candidat du RHDP, je le précise très bien, pas face au RHDP, mais face à Alassane Ouattara, candidat du RHDP, l'opposition a intérêt à s'unir avant le premier tour. Est-ce que tu peux développer ça, parce que franchement, non, moi je comprends pas du tout. Du tout. Très bien expliquer. Face à Alassane Ouattara. Est-ce qu'on a un problème de candidat uniquement? La réalité, on a passé toutes les missions à dire qu'on a un problème de cadre et de liste électorale et de commission électorale indépendante. Oui, de transparence au niveau de la commission. De cadre. Pour organiser une élection, il ne faut pas seulement des candidats. Il faut des électeurs, des vrais électeurs. Et il faut une règle du jeu qui soit connue. C'est-à-dire un arbitre des élections avec toute une procédure qui signe les commandes. Donc ça n'a rien à voir avec les candidats. Donc le fait... Non. Alors, c'est vraiment la base, c'est le cadre électoral. Non, donc parce que pour le PPACI, le PPACI est persuadé que quand ils vont aller aux élections, ils vont aller au second tour. Et c'est là l'erreur qu'ils commettent. Non, mais on n'en est pas là. Mais non, mais on parle pas de ça. Même si le cadre bouge, il va bouger à 50%, à 25%, à 30%. Il n'y aura pas une élection comme en Suède ou en Norvège. Non, mais la politique, ça consiste à dire et à faire avancer les choses que l'on croit justes et bonnes pour un pays. Donc, dans le moment où nous sommes, là, en début d'année 2025, il est normal de dire que pour qu'il y ait des élections,
et qu'il y ait un vainqueur de cette élection qui soit réellement chef de l'État, reconnu par tous les Ivoiriens, et qui puisse mener à bien sa mission normalement, il faut que l'élection se passe de façon démocratique. Voilà, ça c'est quand même la belle. Donc, nous n'y sommes pas du tout. Nous n'avons aucun avant l'élection d'octobre. Mais c'est la question que je on pose. Est sûr de rien en politique. Justement. On est sûr de rien en politique. Et en politique, on adapte une stratégie par rapport à ce qui se passe, à la réalité. Si on était sûr des choses, mais chacun vaquerait à ses occupations, on attendrait le jour J, on irait mettre le bulletin, on irait applaudir le candidat élu, point. On est sûr de rien. La bataille se joue maintenant. C'est pour ça que j'ai dit, il n'est pas trop tard. Nous sommes en février. Aujourd'hui, ce que nous disons, et ce qui est très clair, je ne suis pas la seule à le dire, je pense, on ne dit que ça sur le plateau. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour qu'il y ait une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le point 1, sur lequel on est nombreux à être d'accord, pour ne pas dire une majorité. Donc, il faut travailler sur ces paramètres-là. Et je ne comprends pas, mais on va me l'expliquer, certainement, vous allez me réexpliquer, en quoi le fait qu'il y ait un seul candidat de toutes les positions, ça va être de nature à nettoyer la liste électorale, à remplacer la CEI pour qu'elle devienne réellement indépendante, et à faire en sorte qu'il y ait un cadre global, un processus électoral apaisé. Je ne vois pas le rapport. On va avancer dans la discussion, mais en tout cas, a priori, dans les pays où la démocratie est plutôt en pointillé, le candidat unique de l'opposition, c'est un signal fort. C'est plus compliqué de tricher quand on est face à une personne que quand on est face à 3 ou 4 personnes. En tout cas, le débat est ouvert, on va pas trancher là-dessus. Plus profondément, pourquoi la persistance des thématiques identitaires et des volontés d'exclusion dans la vie politique ivoirienne contemporaine? Parce que c'est une fois, mais quand ça, à chaque élection, quasiment, il y a une volonté d'exclure l'autre, que l'on soit, et que les gens qui ont été exclus veuillent exclure eux à leur tour, ça veut dire quelque chose sur ce pays et sa vie politique à la fait. Oui, c'est vrai, il y a certainement un refus du combat démocratique transparent et à la loyale, une tentation qui persiste. Mais je veux me permettre de faire rapidement une précision sur la question des 3 à 4 millions sur la liste électorale. Voyez-vous, nous sommes à environ 8 millions en attendant la révision qui arrive. Et en 2010, lorsque le président Gbagbo était là, on avait 5 600 000. Oui. Ça veut dire que depuis 2011 à maintenant, en 12 ans, il y a eu 2 400 000 nouveaux électeurs. On nous dit qu'il y a 3 à 4 millions de cas suspects. Les cas suspects, c'est-à-dire, est-ce la majorité? C'est-à-dire que depuis 2011, non, plutôt 2013-2014, tous ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale n'ont-ils pas leur place sur la liste électorale? Ou bien les cas suspects, les partis politiques ayant la liste de 2010, est-ce qu'ils ont vérifié pour savoir les personnes qui ont 500, qui sont à 500 pour une seule maire, les gens qui ont 1000 ans sur la liste électorale, ils sont sur la liste électorale depuis quand? Puisque tout le monde a la liste de 2010. Est-ce qu'ils ont vérifié pour savoir s'ils ne sont pas sur la liste électorale depuis 2010, depuis que le président Gbagbo était là? Est-ce que cette vérification a été faite? On va répondre rapidement et on va parler de la question de fond. Mais à la fin, tu le sais très bien que ce problème ne date même pas d'hier, parce que tu te rappelles très bien de la fameuse liste grise entre 2009 et 2010. 3 à 4 millions. Les 3 à 4 millions. La liste grise. Ils ont été mis à partir de quelle période? Oui, c'est ce que je suis en train Il faut l'identifier, il faut le préciser. La liste grise n'a jamais été traitée et on est allé aux élections de 2012. C'est 400 000. Oui, mais aujourd'hui, on dit que c'est 3 à 4 millions. Au fil des années... Notre sœur a dit tout à l'heure 4 millions. Tantôt, on dit 2,5 millions. Tantôt, on dit 3 millions. Donc, on considère que s'il n'y a que la liste grise, on ajoute cela à ceux qui se sont inscrits. On considère que depuis, tous ceux qui se sont inscrits depuis après 2010, c'est eux tous qui sont des suspects, ou bien si c'est la liste grise, ce n'était que 400 à 500 000, pas plus.
Non, parce qu'il y a encore des doublons, il y a des personnes décédées qui sont encore sur la liste électorale, qui n'ont pas été Il y a des endroits en Côte expurgées. d'Ivoire où les gens ne c'est meurent pas jamais. grave, ça peut se Il y a nettoyer. des endroits en ça peut se Côte régler, d'Ivoire c'est où pas un les gens problème ne si la meurent preuve jamais. que c'est Il y a donné. des villes et Tout des à fait. villages où il y a 100% de participation, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas eu comment dire, les morts n'ont pas été ôtés. En tout cas, il y a des curiosités, ça c'est évident. Donc, c'est un Maintenant, les chiffres peuvent Il faut qu'on être. pose la question sereinement. Non, mais je voulais vraiment qu'on Il faut évoque qu'on la pose question des de questions. fond. Je voudrais qu'on Voilà, évoque c'est la des question questions de fond. que moi aussi je Mais pose. la question de fond... Les 3 à 4 millions datent de quelle période? Puisque les partis politiques qui se plaignent ont la liste de 2010. Ils étaient aux affaires. Qu'ils ont la liste. Non, mais la, Qu'ils nous disent. la population a augmenté. Si les faussaires, ceux qui n'ont pas leur place là, ça a commencé après 2010 et à quand il faut qu'ils identifient la période d'inscription en comparant. C'est comme ça que l'audit commence. C'est vrai que ça coûte cher, mais les partis qui ont commencé le travail comparent eux-mêmes les listes et sortent des éléments plus précis. Si c'est des choses anciennes, parce que là, on va au-delà des chiffres de la liste grise. On dit de 2 400 000 à 4 millions. Oui, en fait, j'aimerais vraiment qu'on évoque la question de fond. Depuis que le président Ouattara est venu, il n'y a eu que 2 400 000. Mais on nous dit qu'il y a 3 millions à 4 millions. Donc, il faut qu'on nous dise les périodes précises d'inscription sur la liste électorale des personnes concernées. Cela dit, revenons maintenant à la question que vous avez posée. Voilà. Ce qui peut conduire à cette situation, c'est la suspicion généralisée. C'est la suspicion généralisée. Moi, à titre personnel, je ne sais pas, il n'y a pas eu l'occasion de... Donc, je l'ai souvent dit, je suis favorable à ce qu'une solution soit trouvée pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Si, par exemple, le président Ouattara est candidat, il me semble n'avoir pas caché cela lors de certains débats. Maintenant, pour le reste, chacun, en dehors du fait que le président Gbagbo, c'est une condamnation qu'on peut qualifier d'injuste, arbitraire ou autre, que cette situation est pour laquelle une solution peut être trouvée parce que des personnes concernées par la même procédure, notamment M. Kone Katina, ont bénéficié d'une amnistie qui leur permet de participer à la vie politique. Et le président Gbagbo participe à tout, il a tous les droits civils ou civiques, sauf celui de voter et celui d'être candidat. Je pense qu'une solution peut être trouvée à la question parce qu'en plus, il dirige un parti politique, parce qu'en plus, si demain, il lui vient en tête d'être membre du Conseil constitutionnel, de quitter la tête du PPACI, je pense qu'il a le droit d'aller au Conseil constitutionnel. Et en tant que membre du Conseil constitutionnel, on ne devrait pas, de mon point de vue, être dans une situation où il n'aurait pas le droit de voter. Et bon, il ne peut pas être candidat à une élection sur le champ, mais au moins il doit pouvoir avoir le droit de voter. Pour le reste, chacun devra se conformer à la Constitution. Et je voudrais terminer pour dire que la question précise de l'exclusion du président Gbagbo, qui a été entreprise depuis peut-être longtemps, pas maintenant, et avec la condamnation, cette condamnation-là, qui est inscrite dans le code électoral, est inscrite dans le code électoral depuis 2000. Et le cas précis de la condamnation qui le concerne, depuis le code électoral de 2000 qui a été voté par référendum et qui a été modifié en 2016 après la Constitution, c'est les mêmes dispositions. Donc, ce n'est pas une disposition ad hoc spécialement créée et inventée en 2016 par le code électoral issu par ordonnance de la Constitution de 2016. Le code électoral de 2020, ce n'est pas ce code-là qui a créé cette disposition-là par rapport à la condamnation du président Gbagbo. Donc, il voulait le préciser. Mais c'est la condamnation en elle-même qui n'existe pas. Donc il ne s'agit pas de savoir si cette condamnation elle n'a pas été notifiée, elle n'a pas été prise dans les formes. Enfin bref, elle n'existe pas. Ces problèmes reviennent toujours. Par exemple, la Côte d'Ivoire est un pays où, même avant les indépendances, il y avait des gens qui venaient de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une spécificité de ce pays. C'est peut-être un pays où la question, peut-être pas du droit du sol, mais au moins du double droit du sol doit être posée, parce que, étant donné qu'il y a des gens qui ont des racines de près d'un siècle dans le pays, qui sont originaires d'autres pays, peut-être ça brouille les choses. Peut-être qu'il y a des questions de fond. Par exemple, la question de la fraude électorale,
existe aussi dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Ça veut dire que peut-être que le problème, c'est pas les étrangers sur la liste électorale, mais c'est la fiabilité de la liste électorale. Je veux dire, on peut découper les choses pour essayer d'extirper ce démon des discours tout en réglant les problèmes de fond. Mais pourquoi on veut toujours revenir à ce type de discours? Mais alors moi, j'y reviens pas, justement. Depuis le départ, j'essaye de dire que les faux électeurs sur la liste, je n'ai pas parlé d'étrangers ou pas d'étrangers, j'ai parlé de gens qui sont une mère qui a 500 enfants, enfin 500 électeurs qui ont les mêmes parents, etc. Donc là, il ne s'agit pas... Je ne suis pas rentré dans le détail de ça. On dit que cette liste est folklorique. Voilà, on va le dire de façon plus imagée. Le péché originel, il faut quand même le souligner, c'est la décision politique au lendemain des indépendances de se refermer sur un système non démocratique. Quand vous avez un parti unique, candidat unique pendant 30 ans, qui gouverne des indépendances jusqu'en 93, date du décès du premier président ivoirien, vous avez tué même l'idée de démocratie dans ce pays. Vous avez tué la capacité des gens à faire du débat politique et à accepter. C'est quoi le débat? Le débat, c'est d'accepter de pouvoir être mis en minorité ou d'être majoritaire. Lorsque vous êtes mis en minorité, ça ne veut pas dire que vous êtes bon à jeter aux chiens, que vous êtes mauvais, etc. Ça veut dire que vous n'avez pas la majorité. Et donc, ça ne vous disqualifie pas à vie. Vous pouvez perdre une élection, la gagner si vous vous représentez avec un nouveau projet, de nouvelles idées. Donc ça, cette capacité au débat, de mon point de vue et de ce que j'observe, c'est pas dans l'héritage de l'oufouettisme, et c'est bien dommage. Donc ça, c'est le péché originel. Et ce parti unique qui est devenu, qui a remplacé tout, presque parti-État, fait que, et ça a été le combat vraiment acharné, et qui d'ailleurs n'est pas encore tout à fait abouti de Laurent Gbagbo, sur le multipartisme, est la base d'un système démocratique. On ne peut pas... Donc, en fait, il y a une immaturité démocratique en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on et comme ça a duré pendant 30 ans, où il était... Enfin, je ne sais pas si on peut s'imaginer, c'est-à-dire que toute la classe politique d'aujourd'hui, tous les anciens, j'allais dire, ont baigné dans ce jus-là. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de vouloir accepter le débat politique, la compétition politique. Et la compétition politique, par définition, elle inclut la capacité de devoir reconnaître sa défaite. Franck Tocci, le mot de la fin, pourquoi comme dans une telenovela ou bien dans Les Feux de l'amour, ce genre de problématiques reviennent toujours, alors qu'on peut finalement les interpréter autrement. On peut évoquer la question du code de la nationalité qui est compliqué, la question de la double nationalité qui est réelle mais dont qu'on fait semblant d'ignorer, la question peut-être aussi des institutions de l'état civil qui est mal foutu, etc. Pourquoi on parle toujours État civil qui a été détruit en 2002-2004. Tout simplement parce que les gens n'ont pas véritablement envie de régler le problème. Parce qu'il suffit de faire un véritable travail d'informatisation de tout le système administratif ivoirien et on règle une grande partie de la question. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect politique, il faut le dire, il y a une véritable fraude exagérée sur la nationalité ivoirienne. Oui. Pour exemple, le chef de l'État prend une décision d'instaurer un visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. La raison, parce que les passeports ivoiriens sont vendus comme de petits pains à toutes les nationalités, à des Camerounais, à des Maliens, à des Burkinabés au Maroc. Le problème, au-delà de l'aspect politique qu'il faut régler de nos documents administratifs, mais il y a la question de la sécurité de notre état civil. Tout à fait. C'est ça le véritable problème, la sincérité et la sécurité. Ce problème, comme elle est évoquée, il date de 90, première élection.
ils ont confectionné des cartes d'identité qu'ils ont distribuées aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour faire voter des étrangers, feu Félix Houphouët-Boigny contre Laurent Gbagbo. En 1995, la question s'est amplifiée et nous sommes dans cet état depuis une trentaine d'années. Parce que réellement, on ne prend pas à bras le corps le problème de l'insécurité de notre état civil. Et ça continue. Et aujourd'hui, ça devient un débat politique d'éligibilité, d'inéligibilité, de la question des sources des parents ou pas. Et puis, voilà, le débat enfle au fil des décennies. Oui, au fil des décennies. Et c'est vraiment dommage. Et c'est triste, alors que la Côte d'Ivoire est non seulement une terre d'hospitalité, mais c'est une nation ouverte. Oui. Où il suffit de faire les procédures de manière normale et vous avez la nationalité, en fait. Donc, il y a Sauf pas de que le question récit sur ce problème. français, il s'élabore depuis plus de 2000 ans, le récit français. Donc effectivement, quand 2000 ans. Plus de Le récit chrétien, 2000 ans. Comment ? Le récit chrétien, 2000 ans. Français, oui, de non. la France. Français. La France n'a pas 2000 ans. Son histoire entre qui nous amène jusqu'aujourd'hui de la Gaule à de la Gaule à l'ancien régime. Je ne parle pas seulement de la République. Donc, ce qui constitue aujourd'hui quand on est en France, le récit français, il est long, il est très long, avec plusieurs régimes, l'Ancien Régime, la République, etc. Donc, effectivement, quand on arrive en 2007, la société française n'est pas percutée, elle ne va pas trembler parce qu'un patronyme Sarkozy est candidat. En revanche, quoique avec des décisions extrêmement difficiles, et pas forcément justement dans la tradition française. C'est un autre chapitre qu'il faudrait... on parlait de la Côte d'Ivoire. En revanche, la Côte d'Ivoire, effectivement, encore une fois, elle est très jeune en tant que nation indépendante, et elle souffre vraiment de ces 30 premières années dans lesquelles l'exercice démocratique n'a pas été installé, et donc aujourd'hui, il est difficile. Merci à Salomé qui réussit toujours à avoir le mot de la fin. Merci Franck, merci à la fée.